c'est vrai qu'il fut un temps où j'avais une vie paisible puisque je ne m'occupais que d'argent, que d'entreprise, que de marché. Tout était finalement assez simple. Et puis, en quelque sorte, comme parfois ça arrive, dans les périodes historiques, j'ai été rattrapée par une sorte de drame qui est en train de se nouer et dont nous avons eu un nouvel épisode cet après-midi, puisque peut-être certains d'entre vous ont été à l'audience. Et donc, à l'audience, nous avons par exemple entendu l'avocat du défenseur des droits. Et cet avocat a dit: je me contente de redire sa phrase. Je ne la commenterai même pas. L'avocat du défenseur des droits a dit: il n'y a aucun lien maternel entre l'enfant et la femme qui l'a porté. Et là, vous voyez, c'est vrai qu'après, je n'arrivais plus à trouver le chemin entre le palais de justice et cette salle. Parce que pour m'en remettre, donc c'est vrai que, voilà, donc il fut un temps où je faisais du droit économique. Et puis, hélas, sont arrivés le temps des épreuves. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, aujourd'hui, nous vivons cela. Donc, voilà. Hélas, nous allons voir ce qui va arriver le 3 juillet. Les avocats sont très éloquents. Ils ont dit: les mœurs évoluent, nous vivons le progrès. Il y aura la maternité multiple. Ils n'ont à aucun moment parlé des femmes. Ils ont parlé des droits fondamentaux. Ils ont parlé des intérêts supérieurs des femmes. Jamais. Il n'y avait que des hommes. Il y avait une femme avocate, elle a dit: je passe mon tour. Je laisse mes confrères parler. Il y avait des magistrats qui ont parlé, il n'y avait que des hommes. Voilà, ça c'était cet après-midi. Et les conclusions du procureur général, que nous connaissions déjà. Il a dit: bon, il y a un critère. C'est la filiation paternelle. Et la filiation paternelle, quel est son critère? C'est le sperme. C'est comme ça que l'on rattache l'enfant à son parent. C'est tout. Voyez, après, je me dis: oh, mais il fut un temps où je faisais du droit économique. Mais rendez-moi mes sociétés cotées, rendez-moi mon droit de l'énergie, rendez-moi mon droit européen, mais que j'étais tranquille. Bon, en plus, je gagnais de l'argent. Voilà. C'était bien, quoi. Mais il y a quand même, vous savez combien il y a de milliers de femmes en Inde? Comme vous le savez, la grossesse, il y a des femmes qui en meurent. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire des désirs d'enfants. Quand je regarde le site sur Internet de Extraordinary Conception, il y a marqué: vous avez le droit à avoir l'amour d'un enfant. Ah, j'étais pas au courant de ce droit fondamental. J'ai le droit à avoir l'amour d'un enfant. Ben, je vais aller raconter ça à mes enfants. Allez, aime-moi, aime-moi, sois mon reflet. Et d'ailleurs, j'ai le droit à un enfant biologique. Parce que adopter des enfants, oh ben non. Parce que finalement, d'abord, ils n'ont pas la même couleur de peau que la mienne. Et puis, ils sont trop grands. Puis peut-être aussi qu'ils ne marchent pas parfaitement bien. Peut-être qu'ils sont un peu malades. J'en sais rien. Je veux un beau bébé qui me ressemble. Moi.
Alors, c'est vrai qu'il y a des prises de position. Il y en a une qu'on a prise il y a 2 jours. C'est vrai. Pierre Berger a dit hier, c'est une bande de réac. Oui, c'est vrai, Sylviane, réac, Eliette, réac, José, réac. C'est vrai. C'est vrai, il y a un autre réac qui a pris position hier, Alain Juppé, oui, réac. Il a dit, bon, ça suffit. Les femmes et les enfants, c'est l'affaire du politique. Si la Cour de cassation ne défend pas les femmes et les enfants, le politique interviendra. Et tout à l'heure, l'avocat du défenseur des droits a dit « Je regrette le silence sidérant du politique ». Oui, c'est vrai, il ne doit pas lire les billets de blog. C'est vrai que Internet, ça ne doit pas être son truc. Donc, nous avons des lignes de partage extrêmement fortes. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes en train de vivre un bouleversement total. Et c'est notre système juridique qui est complètement mis à mal. Vers où nous allons ? Je n'en sais rien. C'est peut-être le progrès. C'est possible. Mais simplement, c'est toute la base du droit que nous sommes en train de revoir complètement. Pourquoi ? Parce que nous sommes complètement frappés, au sens de frapper, vraiment frappés, par une pratique. La GPA, mais ce n'est pas complexe, non. C'est une pratique. Mais si vous voulez, faites une GPA. C'est assez simple. Ensuite, le système juridique est anéanti. Prenez un billet d'avion. Si vous avez de l'argent, partez en première, en Californie. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, partez en charter, en Inde ou en Thaïlande. Vous pouvez ajuster suivant l'argent que vous avez. Et après, vous revenez, puis vous dites « état civil ». Le système juridique, il est anéanti par le voyage à l'étranger. Et puis, le système juridique, quel système juridique ? Vous avez une petite loi, ça s'appelle le contrat. Pas un contrat dans un système juridique, non. Un contrat qui remplace le système juridique. Et puis, vous n'avez plus du tout « Ah, mais ça a été tout à fait bien dit tout à l'heure, il n'y a plus de loi. » Ce n'est plus la loi qui parle. Le politique est absent. Juste pour le moment, vaguement, peut-être, il fait des billets de blog. Oui, enfin, je ne suis pas au courant qu'Alain Juppé soit notre président, donc il peut toujours faire des billets de blog. Hein. On le lira avec plaisir. Non, c'est la musique des juges. Je croyais être en système de droit français. Ben, il faut croire que non. Nous n'entendons plus que les juges. Et enfin, nous avons la sidération de la disparition de la summa division personne-chose. Ah oui, mais là, c'est plus tant le droit français qui disparaît pour le droit anglais, contre lequel j'ai rien, mais c'est juste l'Occident qui disparaît. Parce que l'Occident, il s'est construit sur la notion de personne. Donc tout ça, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, mais c'est quand même des sacrées nouvelles. Non seulement pour les Occidentaux, non seulement pour les juristes, car c'est le droit qui a inventé la notion de personne, mais c'est une sacrée nouvelle pour les femmes, parce que les femmes, elles sont directement concernées par la notion de personne. Alors prenons d'abord le fait que le système est frappé par la pratique des JPA. Prenons la définition du droit, la définition libérale. Qu'est-ce que c'est que le droit quand on est dans un système libéral, classique, extrêmement classique? Vous connaissez ça par cœur, on va aller très très vite. Bon ben, le droit, un droit modeste, classique, bon, c'est un droit qui dit, le premier principe, c'est la liberté. Chacun fait ce qu'il veut, prenons 1789, article 1er, etc. Bon. Donc, chacun fait ce qu'il veut, sauf si le législateur dit de ne pas faire ceci ou cela. Je ne sais pas, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bon, bon. Là, la femme du voisin, tu peux la regarder. Bon, donc, prenons classique. Tu ne céderas pas les êtres humains, traite des êtres humains, enfin, quelques prohibitions élémentaires. S'il y a des pratiques qui sont contraires à ces prohibitions faites par le droit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, disons que le droit va réagir. Il réagit pourquoi ? Parce qu'il est le droit. Parce que le droit a le monopole de la violence. Donc, il réagit violemment contre les pratiques qui sont contraires aux prohibitions exprimées par le droit, qui est un droit libéral.
puisqu'il ne prohibe que ce qu'il ne veut pas comme comportement, et en cela, il exprime le principe de liberté. On ne fait pas plus classique. Hein. Ça, c'est le premier principe. On en était resté là jusqu'à il y a à peu près 5 ans, disons. Hein. Le deuxième principe, c'est l'infériorité du fait par rapport au droit. Parce qu'il y a toujours eu des principes et des pratiques contraires au droit. Ben ça, toujours. Mais le fait qui est prohibé par le droit est néanmoins inférieur au droit. Et quand il y a contradiction entre un fait et un droit, le droit, eh ben on sanctionne le fait avec plus ou moins d'efficacité. C'est ce qu'on appelle le chiffre noir. Voilà. Mais l'inefficacité du droit à sanctionner le fait ne remet pas en cause la norme. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'assassinats qu'on se dit, bon, il y a beaucoup d'assassinats, ben finalement, on va retirer la prohibition du meurtre, parce que ça n'a pas bien marché finalement, ça n'a pas empêché les assassinats, donc finalement, on va retirer la prohibition. Non, on maintient la prohibition, et puis ensuite, on court après les meurtriers. Enfin bon, l'efficacité du droit, c'est mieux un droit efficace, mais l'efficacité, ça relève de l'intendance. L'efficacité, ce n'est pas le critère substantiel du droit. C'est un souci, bien sûr, mais ce n'est pas le critère substantiel du droit. Quel est le statut de la norme juridique? Mais nous le savons tous, nous sommes tous juristes. La norme juridique, c'est ce que dit le droit. Et le droit dit ce qui doit être fait et ce qu'il est interdit de faire. Ensuite, par ailleurs, il y a ce qu'il est usuel de faire, ce que la majorité fait, ce qu'il est accepté de faire, ce qu'il est acceptable de faire, ce qu'il est légitime de faire de la part des personnes qui le font et de la part de ceux qui regardent. Bien. Donc, il y a ce qui est normal de la part de ceux qui pratiquent, de la part de ceux qui regardent la pratique, et puis ça ne transforme pas ce qui est pratiqué normalement, ça ne transforme pas cela en norme juridique. Donc il y a une distance ontologique entre la norme juridique et puis ce qui est normal, à supposer même que l'on considère que ce soit normal. Ainsi, si vous avez une très grande différence, admettons qu'il y en ait une, entre ce que dit le droit parce qu'il considère que c'est bien de faire comme ça, et puis ce qui est pratiqué parce que la population considérait cela comme normal, ou bien que ceux qui ont cette pratique considéraient que c'est légitime. S'il y a une distance, alors à l'égard de l'auteur du droit, par exemple le législateur, c'est une information. Donc, il va dire, il y a une distance, qu'est-ce que je fais? Je rééduque, ou bien je change, je réfléchis. C'est une information. Prenons maintenant le cas des mères porteuses. Là, ce que j'ai dit, bon, ils se disent, mais attendez, on n'est pas en capacité, vous venez de nous raconter ce que nous savons depuis toujours, c'est la base du droit. Prenons les mères porteuses. Nous le savons très très bien, l'arrêt d'assemblée plénière de 1991 et le fait que, je crois que vous l'avez dit, on ne peut pas abandonner un enfant par un contrat au bénéfice de quelqu'un qui voudrait le récupérer et établir un lien de filiation. On ne peut pas substituer un enfant à la naissance et du droit pénal. Et donc, il y a un article 16-7 qui dit que les conventions de maternité et de substitution sont nulles, de nullité absolue. Ensuite, il y a la pratique. La pratique, c'est que vous avez des personnes qui ont un désir d'enfant. Sans doute que nous avons ou nous pouvons avoir un désir d'enfant. Nous le ressentons comme légitime. Les personnes qui nous regardent disent, bah oui, c'est un désir légitime, c'est normal. Ensuite, nous trouvons, donc c'est un
désir. Ensuite, rencontrons une autre personne. Imaginons que cette autre personne ait elle-même un désir. Par exemple, un désir de nous faire plaisir. C'est un désir. Ou bien un désir de faire plaisir à Dieu. Parce que cette personne, dans son église, ou elle a lu dans la Bible, Dieu lui a dit qu'elle allait m'offrir un bébé et qu'en cela, elle allait gagner le ciel. Ou bien, je lui offre 25 000 euros. Elle désire ces 25 000 euros parce que, par exemple, déjà, elle deviendrait riche, ou bien elle pourrait donner de l'argent à ses enfants qui pourraient ainsi faire des études. Donc, elle a un désir. Nos deux désirs se rencontrent. Eh bien, en pratique, nous allons avoir des intérêts qui vont converger et nos deux désirs vont converger. Donc, en pratique, nous allons tomber d'accord. Nous allons tomber d'accord, c'est un fait. Et les gens qui vont regarder dans les familles, ils vont dire, tout le monde est content. Et d'ailleurs, le bébé qui va venir, moi, je vous assure que je vais bien m'en occuper, mais je vous en assure. Et il va être bien élevé, mais oui. Et il grandira, il sera content, oui. Donc, ensuite, il va être dans le paquet, il y aura aussi l'établissement d'un lien de filiation. Mais le droit, il a dit non. Le droit a dit nullité absolue. Donc ça, pour l'instant, le droit avait, lui, frappé la pratique. Mais la pratique, c'était une rencontre des désirs, une rencontre de consentement, une rencontre d'accord. Et là, il va y avoir une inversion. Une inversion, c'est l'affirmation que le caractère de cette pratique désirante, consentie, altruiste, fait que ça la transforme dans son caractère substantiel et que le caractère illicite étant hétérogène, ce caractère hétérogène de le caractère illicite fait que ce qui est illicite, c'est le caractère illicite. Et que, au contraire, ceux qui la pratiquent, parce qu'ils la ressentent comme légitime, ça rend la pratique licite elle-même. Donc, il y a une affirmation du caractère licite de la pratique par ceux qui la pratiquent. Et ils disent, je fais un acte militant. Je fais un acte militant car je revendique le fait que j'ai un acte contraire au droit et c'est le droit qui lui a tort. J'affirme, par exemple, que le droit, la législation est elle-même illicite. C'est, par exemple, Gala, 22 mai 2015, je prends juste, c'est le titre de l'article, l'animateur raconte son homoparentalité et il dit « La violation que je fais du droit français est un acte militant. Suivez mon exemple. » Pourquoi ? Il dit « Pourquoi c'est légitime ? Et je le revendique. Parce que moi et mon mari, nous nous aimons. Nous nous aimons. » Je rappelle que le droit et l'amour sont deux ordres normalement différents. Parce que nous nous aimons. Parce que nous sommes heureux. Et puisque nous sommes heureux, cela suffit. Parce que les personnes qui nous critiquent sont homophobes. Car en réalité, si nous sommes critiqués, c'est parce que ceux qui nous critiquent, les regards extérieurs qui nous désapprouvent, sont en réalité des regards homophobes. Parce que si le droit nous l'a interdit, c'est parce que le droit est homophobe. Le système juridique est homophobe. Et ça, on n'a pas le droit d'être homophobe. L'homophobie, c'est interdit. Donc, non seulement les regards extérieurs sont homophobes, mais c'est le droit lui-même qui est homophobe. Le droit est homophobe. Le droit, puisqu'on nous l'interdit, est réactionnaire. Donc, le droit est réactionnaire. Et il y a des interviews partout qui disent aux personnes, écoutez, vous n'êtes pas célèbre, vous n'êtes pas animateur sur M6, mais prenez exemple sur nous et vous-même revendiquez votre pratique car elle est légitime. C'est le droit qui est illégitime. Mais le droit va changer, puisque comme le droit est gentil, le droit va enfin réaliser qu'il est réactionnaire et qu'il est homophobe, et comme le droit va enfin prendre conscience, le droit va enfin lutter contre sa propre homophobie et va cesser d'être réactionnaire, et va enfin suivre la pratique, et va enfin légaliser la GPA.
Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le droit va devoir changer et va devoir suivre la pratique, car ce sentiment de légitimité est défendu dans la presse, devant les tribunaux, et vous avez actuellement en délibéré devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, où vous avez une GPA qui a été faite en France, donc avec violation du droit pénal français, et l'avocat du couple masculin qui y a eu recours, l'avocat ne dit pas du tout pro comme moyen de défense, mais le droit, c'est le droit qui est homophobe. Donc je demande la relaxe du couple, non pas du tout parce qu'ils n'auraient pas commis le délit, mais parce que c'est eux qui ont raison et c'est le droit qui a tort, car le droit est homophobe, c'est en délibéré. Du coup, transformation, et là, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais je dis que le droit, à ce moment-là, change radicalement. Change radicalement parce que si on doit l'admettre, alors ce qui est normal ou ce qui est ressenti comme légitime par les auteurs de la pratique, ça devient la norme. Et si c'est ça, alors il n'y a plus de normativité juridique. Il n'y a plus de normativité juridique et ça devient la tyrannie des faits. Mais peut-être ce sont des faits légitimes, mais c'est la tyrannie des faits. Et là, à ce moment-là, ça va être la bataille des faits, car il y a ces faits-là, mais il y en a d'autres. Et à ce moment-là, vous allez voir, parce qu'il y a chez les êtres humains un appétit de normativité, si ce n'est plus le droit qui fait la normativité, on va chercher d'autres ordres normatifs. Et depuis 3 semaines, on va chercher la Bible. La Bible. Mais moi, je croyais qu'on était dans un droit laïque. Et quand je commence à voir de tous les côtés, alors la GPA, est-ce que c'était permis par la Bible? Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai vu que c'était autorisé. Non, non, c'est pas autorisé. Mais alors Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Mais nous sommes en droit. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui va me dire si la GPA est licite ou pas illicite. Nous ne sommes pas gouvernés par l'Ancien Testament. Vous ne croyez pas qu'on a assez de problèmes comme ça? Il va falloir en plus qu'on se... Bon, ça, c'est le premier choc. Et c'est un grand choc si nous devons suivre les faits. Deuxième choc. Et ce n'est... J'en suis qu'au deuxième. Hein. C'est que nous sommes anéantis par des voyages à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que avant, quand on faisait nos études tranquilles, et peut-être nous les avons fait en même temps quand on faisait du droit économique, vous voyez. Donc, eh bien, il y avait un lien entre le droit et l'État l'État, il y a un lien avec le territoire. Mais nous savons bien que toute la question de la GPA est venue quand il y a eu d'autres endroits dans le monde où la GPA est licite. Californie, Inde, Thaïlande, principalement. Je prends les principales destinations. Du coup, il faut, mais il suffit, d'aller faire la convention de GPA sous les cieux où la GPA est licite, et ensuite de revenir en France en disant « Maintenant, voilà ma situation, il faut la reconnaître. Ordre public et fait atténué de l'ordre public, c'est du DIP. » Mais on a été acheter du droit. Je vais en Californie et j'achète le droit californien, et ensuite je dis « Maintenant, Californie. » D'autant plus que c'est un phénomène de low cost, puisque ça, c'est uniquement pour Elton John et d'autres célébrités qui peuvent aller en Californie. Sinon, on va en Inde ou en Thaïlande. Et donc, l'Inde est en train de devenir la plus grande localisation de production d'enfants. Vous savez dans quelles conditions. Et la Grande-Bretagne est en train de devenir la plus grande localisation de demandeurs d'enfants. Alors même que chez eux, la GPA est autorisée, mais pas dans des conditions qui permettent suffisamment de production d'enfants, donc c'est là où il y a le plus grand nombre de départs. Mais c'est de l'achat de droit. C'est de l'achat de droit, puisqu'il faut aller dans des endroits où cela est licite. Alors, est-ce que le système juridique peut se défendre contre l'achat de droits étrangers, car c'est de cela dont il s'agit. Vous connaissez tous la jurisprudence, mais comme j'ai fait une vision beaucoup plus générale, car hélas c'est tout le système juridique qui est concerné, eh bien, vous vous souvenez peut-être de la princesse de Beaufremont, de ce bon arrêt de la Chambre civile le 18 mars 1878, la princesse de Beaufremont, qui avait été se marier dans le land de Saxe,
Et on lui avait dit non, vous ne pouvez pas aller passer 3 semaines dans le Land de Saxe uniquement pour pouvoir vous divorcer et ensuite vous remarier, revenir à Paris. Non, ça ne peut pas marcher car c'est de la fraude. Et voyez-vous, cet après-midi, le procureur a dit non, la fraude, non, ça peut plus marcher, ça c'est réac. Non, il n'y a plus que l'ordre public qui pourrait fonctionner. Et l'ordre public, ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est une notion cadre, c'est une notion floue, alors c'est évolutif, donc ça peut trop marcher, donc ça ne peut plus marcher. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura une loi qui va s'appliquer partout dans le monde, c'est la loi californienne, avec des petites succursales en Inde et en Thaïlande. Et la loi californienne, c'est la loi du marché. Et la loi du marché, c'est la loi du désir, c'est la loi du contrat. Remarquez, c'est bien, moi je fais du droit économique, ça va aller très bien. Et d'ailleurs, c'est des avocats d'affaires qui rédigent les contrats. Donc nous revenons pile dans ma spécialité. C'est plus du droit de la famille, ni du droit des femmes, ni du droit des personnes. C'est du droit des matériels humains. Et c'est le marché qui s'installe. Et là, nous allons avoir... J'espère que je ne vois pas bien comment nous allons l'empêcher, sauf à ce que vraiment les femmes deviennent toutes solidaires et les juristes montent en première ligne pour défendre même pas des principes de droit, mais le droit lui-même. Car en Californie, vous connaissez bien le droit américain, c'est de l'économie avec la force juridique qui est accrochée au principe économique. C'est tout. Et ça, c'est ce qui risque d'arriver. Du coup, vous allez avoir, pour le moment, c'est en train d'arriver, une appropriation de la maternité. Les femmes mettent sur le marché la maternité, parce que c'est que ça qu'elles ont à proposer. Mais surtout, ce qui devient le grand marché, c'est le marché de la filiation. Qu'est-ce qu'elles peuvent offrir d'autre? La filiation. Et on n'a absolument pas parlé des femmes cet après-midi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois? Mais c'est qu'il y a eu une pétition qui est quand même venue des États-Unis. Il y a quand même, et c'est pas, pardon pour les hommes qui sont là, croyez pas que je vous en veux spécialement, mais c'est les femmes. Les femmes qui ont dit, mais ne faites pas ça aux femmes. Vous les avez déjà tout ôté, et maintenant vous leur ôtez leur enfant. Vous leur ôtez la maternité, vous leur ôtez leur ventre, vous leur ôtez tout, et maintenant vous leur ôtez la filiation, mais vous leur ôtez absolument tout. Et donc, quand même, les féministes américaines, les féministes anglaises, les féministes qui avaient fait 68, vous voyez, des dames qui pensaient qu'elles pouvaient aller cultiver leurs roses, rester tranquilles, vous voyez, comme moi qui pensais faire tranquillement, voilà. Et bien, elles aussi qui pensaient avoir bien fini avec leur suffisamment battu pour l'avortement, etc. Eh bien, on voit des dames qui sont obligées de revenir, de se lever pour dire ne faites pas ça aux femmes, qu'elles ne soient pas obligées maintenant de vendre les filiations. Alors maintenant, troisième choc, c'est que tout le système juridique va être remplacé par la petite loi qu'est la loi contractuelle. Alors, je rappelle, pardon de ce b.a.-ba, mais c'est le b.a.-ba qu'il faut rappeler, le b.a.-ba qu'il faut rappeler. C'était l'article 1101 du Code civil qui définissait le contrat. Et vous les connaissez comme moi, le projet de réforme du droit des contrats, l'article 1102. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit. Voilà, c'est ça, le contrat. Et donc, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Formidable. C'est la rencontre d'intérêts. Et là, le contrat, mais c'est vraiment formidable. Ça correspond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la pratique. Ça match parfait. Quand la pratique veut devenir obligatoire, je ne sais pas, une femme qui ne voudrait pas livrer le produit à l'accouchement, quel est le bon moyen pour l'y obliger? Un contrat. Donc, la pratique va rechercher l'instrument juridique adéquat. Elle va le trouver tout de suite. C'est le contrat. Et le contrat, il est signé non seulement par la mère, par la génitrice, donc par celle qui va être utilisée
pour faire advenir l'enfant, mais également par le mari de cette femme. Car dans l'ancien temps, quand il y avait encore du droit et un code civil, on disait que le père de l'enfant, c'était le mari de la mère. Bon, on dit ça, quand il y avait encore du droit de la famille et du droit des personnes. Donc, le mari de la femme signe une clause disant qu'il n'existe pas. Comme elle signe une clause en disant qu'elle n'existe pas. Elle signe une clause en disant qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Car le contrat, c'est quelque chose qui est une petite loi. L'auteur de la formule est célèbre. C'est une petite loi performative. Le droit est tellement puissant qu'il peut parler et en parlant, il peut créer quelque chose qui va devenir une réalité. Et la mère dit dans une clause qu'elle n'est pas la mère. Et on nous dit que parce qu'elle dit dans un contrat qu'elle n'est pas la mère, alors elle cesse d'être la mère. Et puisqu'elle le dit, alors cela serait vrai. Et cet après-midi, cela fut dit. Cet après-midi, il fut dit que la femme qui porte l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Eh bien, merveilleux, la place est libre. Grâce au droit, la place est libre. Et il nous a été dit que dès lors, quelqu'un qui aimerait bien l'enfant peut devenir la mère puisque la place est libre. Pourquoi? Grâce au contrat. Merveilleux. Du coup, puisque seul compte le consentement, car elles ont consenti, elles ont signé un contrat en anglais. Vous savez à quel point les Thaïlandaises manient très très bien l'anglais juridique. Elles le manient très bien, elles le signent, elles ont consenti. Bien là, vous avez un lien entre la grande loi et la petite loi. La grande loi, c'était celle qu'avait pris le législateur, celui qui ne dit mot. Et puis la petite loi, parce qu'il fut un temps, disons chez nous, il y a longtemps, disons il y a 3 jours, quand le droit existait encore, il y avait la grande loi et puis le contrat qui était dans le système juridique. Vous avez un bouleversement, puisque vous avez une inversion complète. Vous avez un contrat qui a écarté la législation et qui va tout organiser. Car vous avez dans ces contrats des clauses qui disent voilà ce qui va se passer si, par extraordinaire, dans le pays où les commanditaires résident, il y aurait une loi qui dirait que les contrats sont nuls. Eh bien voilà une clause qui va rendre néanmoins efficaces les contrats. Le contrat est désormais la loi unique. Alors, il est vrai qu'il y avait un article 1128 du Code civil qui disait qu'il y avait des choses il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l'objet des conventions. C'est-à-dire que le législateur avait dit, avant le contrat, c'est moi qui dis qu'il y a des objets de valeur, des prestations qui sont très désirées. La prostitution, par exemple, je ne veux pas mélanger les sujets, mais enfin, les femmes y pensent quand même à ces choses-là. Hein. Et là, bien que ce soit très désiré, et qu'il y ait des personnes qui soient d'accord pour passer leur corps parce qu'elles ont besoin d'argent ou je ne sais pas, enfin, elles auraient des raisons au sens subjectif du terme pour s'y prêter, eh bien le droit dit non, je suis gardien et donc vous n'arriverez pas jusqu'au stade de ce qu'on pourrait appeler la contractabilité. Donc ça n'ira pas sur le marché. C'est l'article 1128. Eh bien, c'est dommage pour nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'article 1128 a été supprimé du projet de réforme du droit des obligations. Ça n'existe plus. Donc désormais, tout serait contractable. Il suffit que ce soit objet de désir. Eh bien, le corps, vous le savez, le corps des femmes est l'objet de grands désirs. Bon colloque à Madrid. Bon colloque à Madrid. Et à ce moment-là, le contrat, c'est la norme parfaite. C'est la norme parfaite, elle est autosuffisante, elle rend la pratique juridiquement contraignante. Et là, vous avez des clauses qui sont formidables. Tout a été rédigé par des avocats d'affaires. Je vous rassure, en quelque sorte, ils sont américains, si ça peut nous consoler. Et c'est le performatif, car on vous dit, alors voilà, le père, c'est un tel, la mère, c'est un tel, au besoin la mère peut être un homme, ça ne pose pas de problème, le droit peut tout. Il suffit qu'ils disent, et la femme qui l'a porté, ce n'est pas la mère. Et les juristes ne disent rien. Alors là,
le droit change. Hein. Dire qu'il est frappé, il est sous le choc, hein, le droit. Hein. Mais pourquoi pas? À ce moment-là, le contrat ne sera plus adossé à la législation, à ce que j'appelais la grande loi, ce que j'avais appris, mais bon, voilà. Bien entendu que la grande loi ne pourra pas contrarier la petite loi. Ah, si vous dites le législateur pourrait dire le contraire de ce que dit un contrat, ben vous allez voir, hein, vous viendrez avec moi dans le rang des réacs, hein, vraiment, voilà. Et bien entendu, la petite loi devient la grande loi. On vous dit, mais écoutez, elles ont consenti. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Elles ont consenti. Vous êtes contre le droit des femmes et leur droit de disposer d'elles-mêmes? Elles ont consenti. Vous n'avez rien à dire. Vous n'allez quand même pas aller chercher vos copains politiciens pour faire voter une loi, non? Ben d'accord. Bon, ben d'accord. La petite loi est devenue la grande. Et là, la source du droit, c'est l'accumulation des consentements individuels avec la multiplication des contrats. Et là, réfléchissez à ce que c'est que le marché. Qu'est-ce que c'est que le marché? Le marché, c'est l'accumulation de contrats. Donc, vous avez une figure qui est exactement celle du marché. C'est la même. Et vous voyez que ce qui est derrière, ce sont les entreprises. Et là, regardez, ce sont des entreprises qui ont créé un marché. C'est le marché de l'enfant, c'est le marché du désir d'enfant. J'ai 70 ans, moi je veux un enfant. Pourquoi? Parce que grâce à un enfant, je serai toujours jeune. J'ai d'ailleurs un enfant qui me ressemble, parce que comme ça on dirait « Oh, quel joli bébé, comme il vous ressemble. Oh, une petite MAFR, trop jolie, trop mignonne, etc. » Aussi jolie que sa maman. Qu'est-ce que vous avez l'air jeune? Bah oui, évidemment, j'ai un bébé de 6 mois. Donc, vous voyez, et ça, c'est les entreprises qui vont faire naître en moi ce désir, etc., etc. Et maintenant, vous avez, dans le package, vous avez l'affiliation en même temps. Et quand vous avez les entreprises qui sont derrière, elles sont market makers. Elles ont fait le marché, ça représente des milliards de dollars. Donc là, j'espère que vous avez beaucoup de force, car pour lutter contre les forces de l'argent, eh bien, il n'y a que le droit. Quatrième mouvement colossal, c'est que effectivement, la loi se tait et ce sont les juges qui parlent. Les juges y parlent parce qu'on est allé les voir. C'est l'article 4 du Code civil. Hein. Quand le juge est saisi, il faut qu'il réponde. Alors, on ne peut pas m'empêcher de citer ce si grand auteur Motulski. Parce que quand les juges parlent, ils n'ont qu'un seul langage, c'est les droits subjectifs. Ils ne savent parler que comme ça. Si vous demandez à un juge de répondre sur un cas, il parlera comme dans la fable de Marie du Gaudron, Marie tout en or. Quand un juge parle et que ces diamants sortent de sa bouche, c'est toujours des droits subjectifs. Donc il parle toujours en termes de droits fondamentaux. Il ne sait pas faire autre chose. Et donc ce sera droits fondamentaux de l'enfant, droits fondamentaux de la femme, enfin pour le moment plutôt droits fondamentaux de l'enfant, et puis droits fondamentaux de la vie familiale, et puis droits fondamentaux de l'identité, mais il ne faut pas lui en vouloir. Et il ne sait faire que ça. Et donc, vous avez des disputes de tous les juges, mais toujours autour des droits subjectifs. C'est tout à fait normal et il ne faut pas lui en vouloir. Alors, ils se disputent tous, mais toujours autour de la même problématique. Donc, on cite par exemple l'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour constitutionnelle allemande ou la Cour de cassation allemande disant qu'il faut donner les droits fondamentaux de l'enfant et le rattacher au père commanditaire. Mais vous avez aussi le tribunal fédéral suisse, le 22 mai 2015, qui dit qu'au nom des droits fondamentaux de l'enfant, il ne faut pas les rattacher au père. Donc peu importe les solutions, c'est toujours le même raisonnement des droits subjectifs fondamentaux. Parce que c'est comme ça qu'un juge parle. Mais ça va vous donner une guerre des juges de tous les côtés. De tous les côtés. Ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est juste une révolution pour nous. Une révolution, pourquoi? Parce que d'abord, les cas sont préparés par la presse. Les législations avant se préparaient, je ne sais pas, dans l'hémicycle, enfin, je ne sais pas, par les gens qu'on avait élus, on va pas faire de vieux jeux, mais je ne sais pas, démocratie peut-être. Bon. Les cas sont préparés dans la presse. Bon, maintenant, moi j'ai compris, je fais un article dans la presse. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais un article dans la presse, je n'essaie même plus d'être député, vous voyez, autant écrire directement dans la presse. On fait
comme aux États-Unis quand il y a des cas devant la Cour suprême. Simplement, nous sommes tous devenus des systèmes de common law. Voilà, dont acte. Mais où est notre droit commun? Où est le droit commun? Ce sera cas par cas. Cet après-midi, ah non, mais cet après-midi, pour moi, c'était un grand exemple. Premièrement, les avocats ont dit, n'écoutez pas la rue. J'ai été flattée d'être qualifiée de rue. Quasiment, il s'est retourné vers moi. N'écoutez pas la rue. Ensuite, il a dit, statuez que sur le cas. Vous verrez bien au cas suivant. Un autre a dit, alors là, vous statuez sur ce cas, mais préparez déjà le cas suivant. Bon, très bien, nous sommes en common law. Bon, dont acte. C'est quand même un choc. Est-ce que nous acceptons dans un système de common law? Pourquoi pas? Ayons-en conscience. Moi, j'attends le droit constitutionnel. N'oublions pas que c'est par un obiter dictum que le Conseil constitutionnel, dans sa grande décision du 17 mai 2013, a dit pas de problème pour le mariage entre personnes de même sexe, et il avait bien raison de le dire, mais il a mis un obiter dictum en disant n'oubliez pas la prohibition de la GPA, et il l'a dit. Donc, quel est l'avenir du droit constitutionnel? Car il faut qu'en même temps monte, enfin, un droit des femmes et de l'enfant qui n'existe pas, et un droit économique, car nous ne l'aurons pas. C'est avant tout un droit de l'argent dont nous sommes en train de parler. Enfin, et là, je vous avoue que quasiment je n'en ai plus rien à dire tant c'est sidérant, nous sommes en train de perdre la notion de personne. Or, l'Occident a inventé la notion de personne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en passer. L'Afrique ne l'a pas inventée, vit sans cette notion-là, et c'est une grande civilisation. L'Asie aussi. Il se trouve que l'Occident a inventé ça, disons, en Grèce. Le droit romain a apporté à la chose par le masque juridique que nous connaissons bien, la notion de personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Comme toutes les définitions, elle a sa force dans la négation. Nous savons ce que n'est pas une personne. Une personne, ce n'est ni un animal, ni une chose. Donc, l'être humain est protégé, car l'être humain, tout être humain est une personne. Donc, nous savons qu'un être humain n'est pas un animal, et n'est pas une chose. En cela, elle entre dans un régime automatique, elle n'est pas disponible et cessible. C'est tout. Ensuite, il y a une autre caractéristique très forte, c'est qu'une personne égale une autre personne. C'est d'une simplicité fondamentale. Tout l'Occident est construit là-dessus. C'est le socle de l'Occident. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Si vous commencez à dire, soyons un peu réalistes, regardons les choses en face. Machin n'est pas tout à fait semblable à bidule. Et d'ailleurs, ils ne se valent pas tout à fait. Je dois quand même être bien honnête. Quand même. Puis quand même, il y a un continuum entre les espèces. On est quand même bien un peu des animaux. Bon. Puis quand même, regardons un peu les choses en face. Faisons un peu de bioéconomie. Mais votre rein, là, je l'aimerais bien. D'ailleurs, et je le lis, on ne pourrait pas penser un peu la GPA un petit peu sur le modèle du don d'organes? C'est un peu pareil. Parce que finalement, une grossesse, vous allez vous en remettre. Alors, vous donnez, et puis ensuite, comme ça, vous allez vous remettre. Donc, tout ce qui est organisé sur les dons d'organes, etc., on n'a qu'à prendre le même modèle. Non, attendez. L'enfant est une personne. Toute personne est égale à une autre personne. On dit non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est inventé. C'est inventé. La notion de personne est une invention. C'est l'Occident qui l'a fait. Alors, là, c'est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres idées qui sont venues. C'est l'idée du vivant. Et y compris avec des mouvements qui sont par exemple pro-life. Alors le pro-life, c'est dès l'instant que c'est vivant, on ne peut pas y toucher, etc.
sur le droit des femmes, hein, ça n'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Donc, vous avez un sujet du bac qui a été donné il y a 2 jours, il y a 3 jours, comme quoi le vivant devrait être respecté en tant que tel et devrait être titulaire de droit directement. Ah bon, les feuilles doivent avoir des droits qui me sont opposables? Terminez les bouquets. Hein. Bon. Donc, ensuite, l'être humain ne serait plus protégé par l'armure égalitaire. Or, là, la personne, c'est une armure. Donc, pourquoi, en quelque sorte, puisque nous sommes ici des personnes assez fortes, nous n'avons pas besoin d'être des personnes. Qui aurait eu besoin d'être des personnes? Je vais juste prendre un exemple historique que je ne développerai pas. Comment est-ce qu'on a fait pour traiter les personnes juives de la façon dont on les a traitées? On leur a dit qu'elles n'étaient plus des sujets de droit. Ah oui, vous ôtez à la personne l'armure de la personnalité. Vous ôtez ça des êtres humains. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, si on trivialise le monde, comme le font les économistes, vous trivialisez le monde, vous n'avez plus en face de vous que des corps. Et là, vous vous dites, alors vous ne voulez pas grand-chose, mais vous, alors vous, ça, vous valez beaucoup parce que vous pouvez faire encore des enfants. Puis alors vous avez 70 ans, non, 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 là, vraiment, ou 80 ans, ou vous avez que 4 ans, vraiment, bon. Et là, vous arrivez à des notions qui ont été développées par le FMI, par la Banque mondiale, des notions mais contre lesquelles il faut lutter, le capital humain. Le capital humain? Mais non, ça s'appelle des personnes, ça ne s'appelle pas du capital humain. C'est les entreprises qui ont inventé ces notions-là. Alors là, par quoi remplacer la personne si vous et moi, nous ne défendons pas cette invention abstraite qu'est la personne? Moi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et là, c'est comme ça que je voudrais finir, par vous lire ce qu'avait dit Champetier de Ribes, procureur devant le tribunal de Nuremberg. Nuremberg, voilà ce qu'avait dit Champetier de Ribes. Et je l'ai dit parce que il y a 3 jours, on parlait des arts tout à l'heure, j'étais avec Olivier Meyer, qui est le petit-fils d'Auguste Champetier de Ribes et qui est un producteur de théâtre, et qui disait « on attaque les arts ». On attaque les arts, on attaque le théâtre, pourquoi? Parce que c'est pas utile, le théâtre. Ça sert à rien, le théâtre. Éliminons le théâtre, pensons un peu... Allez, argent, devenons tous avocats d'affaires, arbitres internationaux, allez, fini de rigoler. Et il disait, mais non. Et là, il a lu exactement ça. Parce qu'il pense que les arts, c'est ce qui fait que les êtres humains sont des personnes, ne sont pas comme des petits chats. C'est mignon, soit les petits chats. Les petits chats sont un peu moins sensibles à Shakespeare et à Molière, ils rient moins, vous voyez, à cela et à la langue. Et il a lu ça. Mais si vous lisez ça et que vous le reprochez à ça, regardez, il disait ça devant les dignitaires nazis qui, sans doute aussi, avaient été peu sensibles à la notion de personne. Il disait... La civilisation gréco-romaine a introduit dans le monde ces 2 notions qui ont suffi à le bouleverser. La notion de personne et celle de fraternité humaine. Quand j'entends cet après-midi un avocat, et pardon, je n'ai rien contre les avocats, mais un avocat qui dit « il n'y a pas de lien maternel entre l'enfant et la femme qui l'a porté », mais je me dis « mais quelle fraternité a-t-il » pour l'enfant et pour sa mère? Mais comment est-ce qu'il peut dire une chose aussi terrible? Quand Champetier de Ribes a dit, face aux dignitaires nazis, la personne, c'est-à-dire l'individu spiritualisé, non plus l'homme isolé, car le marché, c'est l'agent rationnel isolé. L'homme isolé, le numéro dans l'ordre politique, le rouage dans l'ordre économique, mais l'homme tout entier, corps et esprit. On ne peut pas dissocier une femme de son corps, ce n'est pas possible. Cette histoire de don de gestation, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas dissocier une femme de son corps, c'est impossible. Eh bien, à ce moment-là, ce que dit Champetier de Ribes, c'est que si on sauve cette abstraction juridique de la personne, alors on fera échapper tout être humain de droit à toute entreprise d'asservissement et d'accaparement. Et voilà la conclusion, c'est que moi, je ne voudrais pas avoir à écrire quelque chose qui s'appellerait le monde d'hier. Le monde d'hier.
où il y avait des abstractions, qui serait la personne, qui serait le droit des femmes, qui serait la maternité, qui serait les corps. Et être dans un monde qui vient, qui serait le monde sans personne, qui serait un monde de désirs, où j'aurais des désirs d'enfants, et puis où j'aurais des personnes dont la seule valeur, enfin des personnes, des êtres, dont des agents, dont la seule valeur serait de satisfaire mon désir, et dont la seule loi universelle serait l'ajustement des désirs. Car là, moi, je dis vraiment malheur. Vraiment malheur, et ça sera... Enfin, moi, j'en pleurerais de le regarder. Mais c'est pas moi qui deviendrai mère porteuse. Oui, j'arrête. On disait, on n'entendait pas malheur. On n'entendait plus ce que vous disiez. Ah ben voilà. Bon, de toute façon, c'était trop Ah non, calamiteux, donc ça, non, non.